Ce soir à l'émission, 10 ans de lutte et d'engagement pour le phare des affranchis. On a des programmes qui rayonnent vraiment à la grandeur du Québec. Et la récolte est bonne pour les soupes solidaires. Le but, c'est de contrer vraiment la faim. En entrevue, je reçois Catherine Beaulieu qui nous parle de la modernisation du réseau de transport EXO. Qu'on avait vraiment besoin de revoir l'ensemble du réseau pour mieux répondre à tous ces besoins-là qui évoluent. Je m'entretiens également avec Martine Laval à propos des 14e prix d'excellence en français Gaston Miron. Cette année, on fait le premier pas et on décide d'ouvrir ça à la grandeur du Québec. Enfin, Caroline Dionne nous met en garde contre les problèmes de santé liés au radon. À partir d'un certain niveau, on va avoir des problèmes de santé avec le radon. Bienvenue à Accès local. Mardi 11 novembre 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins, compagnie de Clara Matéjonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Le phare des affranchis, situé à Saint-Jérôme, a célébré la semaine dernière son 10e anniversaire. Rappelez-nous la mission de cet organisme, Clara. Alors, le phare des affranchis œuvre contre la traite de personnes sous toutes ses formes, donc que ce soit l'exploitation sexuelle, l'exploitation à des fins de travail ou même l'exploitation financière. L'organisme offre des programmes de sensibilisation et de formation pour mieux conscientiser la population, mais aussi les institutions et les gouvernements à la réalité de la traite des personnes pour que les actions pour la contrer puissent être mieux organisées. Nathalie Klatt, qui est cofondatrice et directrice générale du phare, reflète sur ces 10 dernières années de mobilisation. C'est parti d'une idée, c'est parti de motivation qui ont mené à ce que le phare est maintenant. Donc, le phare qui est reconnu sur l'enjeu, mais qui est aussi vraiment bien implanté, non seulement dans la région, mais comme je le disais aussi à travers différents programmes à la grandeur du Québec, que ce soit l'industrie hôtelière, du transport, festival, événements. On a des programmes qui rayonnent vraiment à la grandeur du Québec. Donc, on essaye de voir où est-ce qu'il y a des angles morts, où est-ce que ça n'est pas touché, puis on agit sur ces enjeux-là. Oui, parce que toutes les formes de traite de personnes que vous avez mentionnées sont présentes dans les Laurentides. Oui, c'est ce qu'une étude du phare des affranchis et du Cégep de Saint-Jérôme a pu démontrer en 2021. Dans le cadre de ce travail de recherche, 315 victimes avaient été identifiées. La majorité étaient des femmes majeures, citoyennes canadiennes, qui étaient exploitées à des fins sexuelles. L'organisme précise toutefois qu'il vient en aide à toutes les victimes, peu importe leur profil, peu importe le type d'exploitation, comme on disait plus tôt. Pour ce faire, le phare compte sur 175 intervenants pivots, donc des personnes qui œuvrent déjà dans le milieu communautaire ou alors au sein des corps policiers et elles sont formées pour reconnaître les situations problématiques. On écoute à ce sujet Marie-Josée Morin, qui est présidente du phare des affranchis. L'important, c'est de couvrir tout le territoire, c'est de couvrir les victimes, peu importe où elles pourraient se trouver, mais aussi toutes les personnes qui pourraient éventuellement être en contact, qui se sentent outillées en premier lieu pour les reconnaître, les identifier, mais aussi leur venir en aide. Voilà, parce qu'on le voit dans l'étude, la moitié des personnes susceptibles d'être en contact avec une victime d'exploitation se disaient être peu ou pas en confiance de pouvoir reconnaître les signes. Dans tous les cas, l'importance de garder un contact et un bon lien avec une victime est primordiale pour pouvoir l'aider, comme le disait Mme Klatt. Et quelles sont les dernières actions de mobilisation qui ont été posées par le groupe? Dernièrement, le phare s'est concentré sur l'exploitation financière et a lancé sa trousse d'outils pour prévenir la fraude. 2000 trousses ont été distribuées dans les différents milieux. Elle contient un feuillet, un aimant, un autocollant et un bloc-notes qui rappellent la formule STOP. Alors, ça, c'est que si on vous demande de l'argent, qu'on ne vous donne pas le temps de réfléchir, que cela semble officiel et qu'on utilise des renseignements personnels, il faut prendre le temps de se questionner si ça ne pourrait pas être une fraude. En 2023, près de 37 000 Québécois ont été victimes de fraude, une augmentation de 15 % en 2 ans. Et en 10 ans, est-ce que la situation de la traite des personnes a évolué dans les Laurentides? Alors, Mme Klatt nous disait que la situation est encore la même. Il y a toujours des victimes sur le territoire. Toutefois, la communauté réunie à Saint-Jérôme jeudi dernier pour souligner l'anniversaire du phare des affranchis se réjouissait du travail de l'organisme, de son impact dans la région, mais aussi à l'extérieur de la région, à l'échelle du Québec. Pour eux, un marqueur de succès, c'est la conscientisation et la mobilisation plus prononcée du milieu sur la question de la traite des personnes. On écoute pour terminer Mme Morin. Au début, les questions qu'on avait, c'était beaucoup sur est-ce que ça existe pour vrai, la traite? Est-ce que c'est présent? Pour moi, il n'y en a pas. Ça se situe à Montréal ou sinon ailleurs. Alors que là, maintenant, c'est plus qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que ça soit plus là? Donc, on a vraiment, je trouve, évolué à quelque part en termes de société.
on trouve ce qu'on cherche. Fait que si on pense que ça existe pas, on le verra pas. Donc, les personnes vont rester aux prises avec leurs difficultés. Tandis que là, on cherche ce qu'on veut. Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de soupe solidaire. À plus tard, Claude. La Sûreté du Québec demande l'aide du public afin de retrouver Élisabeth Lontin, 79 ans, de Sainte-Adèle. Elle a été vue pour la dernière fois le samedi 18 octobre dans le secteur de la rue Saint-Joseph à Sainte-Adèle et ses proches ont eu de ses nouvelles au téléphone le dimanche 19 octobre en avant-midi. Elle se déplacerait à pied. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Toute personne qui apercevrait Élisabeth Lontin est priée de composer le 911. Histoire et Archives Laurentides invitent la population à une conférence de Gilles Proulx le dimanche 16 novembre à 13h30 à la vieille gare de Saint-Jérôme. Passionné de l'histoire nationale du Québec, l'ancien animateur de radio présentera son livre « La mémoire qu'on nous a volée de 1760 à nos jours », rédigé avec Louis-Philippe Messier. Cet ouvrage retrace les événements et les personnages majeurs qui ont façonné le Québec de la conquête à aujourd'hui. Depuis hier, lundi 10 novembre, les usagers du transport en commun profitent d'un réseau entièrement repensé pour leur simplifier la vie tout en améliorant leur déplacement. J'en discute avec Catherine Beaulieu, directrice principale à l'exploitation autobus et transport adapté pour le transporteur EXO. Madame Beaulieu, bonsoir. Bonsoir. On parle évidemment de cette modernisation du réseau dans le secteur Laurentide qui a été réalisée en deux phases. La première, c'était à la fin juin. Pourquoi est-ce que c'était devenu nécessaire de repenser le réseau? En fait, les habitudes de déplacement des gens ont beaucoup changé dans les dernières années, entre autres avec la pandémie. Donc, il y a eu des nouvelles habitudes de déplacement, mais aussi en couronne, ce sont des territoires qui évoluent rapidement. Beaucoup de croissance de population, donc beaucoup de nouveaux quartiers, des nouveaux aussi pôles de déplacement qu'on appelle dans notre jargon, mais donc des lieux de déplacement qui attirent beaucoup, comme des cégeps qui grandissent ou des nouveaux pôles d'emploi qui se créent. Donc, on avait vraiment besoin de revoir l'ensemble du réseau pour mieux répondre à tous ces besoins-là qui évoluent. D'accord. Et quels sont les changements les plus significatifs là, pour les usagers? Mais bien sûr, il y a l'arrivée du REM à Deux-Montagnes qui va amener un nouveau mode structurant là, pour se rendre à Laval ou Montréal. Et donc, on a voulu adapter nos réseaux pour mieux amener les gens vers ces deux stations-là, en fait, qui vont être très attractives. Donc, il y a différentes lignes comme ça qui ont été revues pour mieux desservir les quartiers environnants et amener les gens au REM. Mais d'autres modifications, par exemple, une amélioration du service en hors pointe, parce qu'on voit que aussi les gens se déplacent plus en dehors des heures de pointe. Donc, comme on voyait traditionnellement, des heures de service revues, des fréquences revues. Donc, beaucoup de choses qui ont changé. Oui, c'est ça. Donnez-nous l'idée de l'ampleur du travail à faire quand on s'aventure dans un exercice comme celui-là. Mais c'est un travail qui a débuté même quelques années. Donc, on parle d'années de travail parce qu'on voulait vraiment faire carte blanche puis revoir le réseau. Bien sûr, il y a des choses qui fonctionnaient bien, qui restent ou qui ont été très, très légèrement modifiées, mais on voulait vraiment se donner carte blanche pour revoir qu'est-ce qui fonctionne bien puis qu'est-ce qui va être adapté aussi à l'évolution de la population. Donc, il y a eu des phases de consultation publique, donc on n'a pas fait ça tout seul dans nos bureaux. Donc, une première consultation publique pour aller bien comprendre les besoins. On voyait des choses dans nos données, on a accès à tout plein de données pour faire ça, mais on voulait aussi s'assurer d'écouter les parties prenantes, donc la population, mais aussi les villes qu'on dessert, certains pôles de déplacement, institutions scolaires et autres. Donc, on a fait ce travail-là. Ensuite, on a dessiné un nouveau réseau qu'on est allé resoumettre en consultation publique pour aller voir est-ce qu'on a bien compris, est-ce qu'il y a encore des choses à ajuster, puis pour ensuite le déployer. Et donc ça aussi, c'est un gros travail juste de préparer ce déploiement-là. Ça fait plusieurs mois que les équipes sont à pied d'œuvre là-dessus, juste les arrêts. Il y en avait plus de 800 à modifier. Avec des nouveaux numéros de ligne, avec des fois des emplacements modifiés. Donc, c'est quelque chose qui se fait vraiment plusieurs mois d'avance. C'est énorme et tout ça, dites-vous, est appelé à se bonifier. Hein? Quels seront les indicateurs de la nécessité d'une bonification, justement?
On a plusieurs indicateurs qu'on suit là, dans notre quotidien pour s'assurer, que le service est bien rendu, donc tout ce qui est ponctualité, voyage réalisé. Mais aussi, on va s'assurer, bien sûr, de suivre l'achalandage. Ça, c'est un de nos bons indicateurs que quand ça fonctionne, les gens l'utilisent. Donc, de suivre ça et de continuer de s'ajuster. On reçoit aussi, bien sûr, des commentaires et plaintes de clients, notre service à la clientèle. Donc, on est à l'écoute de ça. On a plein de gens là sur le terrain depuis quelques semaines, puis pour les prochains jours encore, pour accompagner la clientèle dans le changement, mais aussi pour voir ce qui se passe et pouvoir ajuster éventuellement le service. Là, le nouveau service est implanté depuis hier. Il y a des gens qui risquent d'être un peu perdus là, pendant quelques jours, mais je sais que vous avez délégué des employés là, dans plusieurs terminus qui vont aider les gens. C'est prévu jusqu'au 20 novembre, mais est-ce qu'on peut étirer cette période-là au besoin? Oui, ça c'est notre plan de match avec les refontes qu'on a déjà fait dans le passé. C'est la période habituellement qui est nécessaire, mais on va s'ajuster là s'il y a besoin à certains endroits plus qu'à d'autres aussi. On peut revoir la distribution des gens. Mais oui, tout le monde était sur le terrain hier, très content. Et pour redigérer la clientèle, parce qu'effectivement, les numéros ont changé, mais aussi des fois l'endroit pour prendre le service ou sa nouvelle ligne. Donc, les gens étaient contents d'avoir des gens pour les aider dans ce changement-là. Bien, écoutez, en terminant, j'invite les gens là, qui voudraient en savoir davantage à visiter votre site web. Tout est là. Ils peuvent aussi utiliser leur téléphone s'ils souhaitent parler à quelqu'un. L'adresse, le numéro de téléphone apparaissent en bas de l'écran. Catherine Beaulieu, directrice principale exploitation autobus et transport adapté chez Exo. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Palliavi annonce la nomination de Marie-Ève Gervais à la direction générale de l'organisme. Forte d'une expérience reconnue en philanthropie et en gestion d'organisations communautaires, Madame Gervais arrive à un moment clé pour Palliavi, alors que l'établissement amorce la construction de son nouveau centre de jour spécialisé en soins palliatifs. Le conseil d'administration salue l'arrivée de Madame Gervais en soulignant qu'elle épouse les valeurs de bienveillance et d'excellence qui guident Palliavi depuis plus de 40 ans. La Fondation Rona annonce que la 3e édition de sa campagne Bien chez soi, qui s'est déroulée du 1er septembre au 12 octobre, a permis d'amasser plus de 530 000 $ qui seront remis à près de 150 organismes locaux venant en aide aux victimes de violences conjugales, aux familles à faible revenu et aux personnes ayant des besoins particuliers ou faisant face à des enjeux de santé mentale. Dans les Laurentides, plus de 24 000 $ seront partagés entre plusieurs organismes, comme le Centre de prévention suicide Le Faubourg à Saint-Eustache et Blainville, la Maison d'Ariane à Saint-Jérôme et les services d'entraide Le Relais à Rosemère. On va parler santé publique avec Caroline Dionne. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Alors, novembre, ça, c'est le mois de la sensibilisation au radon. Oui. Et l'Association pulmonaire du Québec a lancé officiellement sa campagne annuelle sous le thème « Invisible mais mesurable ». Cette campagne-là a pour but de nous rappeler l'importance de mesurer la présence de ce gaz radioactif, invisible, inodore, qui est présent naturellement dans le sol, mais qui peut être dangereux pour la santé lorsqu'il s'accumule dans nos maisons. Première question, qu'est-ce que c'est que le radon? Mais le radon, oui, comme tu viens de le dire, c'est un gaz radioactif. Ça vient de l'uranium, et l'uranium, on le retrouve naturellement dans la croûte terrestre. Il y en a dans le sol, un petit peu partout à la surface de la Terre. La quantité de radon, par exemple, peut varier de façon importante d'un endroit à l'autre. On peut en retrouver aussi dans les eaux souterraines. Donc, ça sent rien, on le voit pas. À l'extérieur, il n'y a pas de problème parce qu'il se dilue. Alors, il n'y a pas de problème avec le radon à l'extérieur, mais dans les maisons, il va s'infiltrer par les fondations, à travers les fissures du béton, par exemple, aussi dans les sols en terre battue, ou aussi par les joints autour des tuyaux, des drains qui percent le solage. Donc, il va finir par s'accumuler dans les pièces les plus basses parce que c'est un gaz qui est très, très lourd. Et donc, il va se concentrer et à partir d'un certain niveau, on va avoir des problèmes de santé avec le radon. OK. Bon, justement, quels sont les problèmes de santé qui sont associés à une grande concentration de radon? C'est assez étonnant parce que chaque année, il y a plus de 3200 personnes au Canada qui décèdent à la suite de maladies reliées au radon. C'est la première cause de cancer du poumon chez les personnes qui sont non fumeuses. Deuxième cause de cancer du poumon chez les personnes qui fument. Donc, selon Santé Canada, au pays, 16% des décès par cancer du poumon sont attribuables au radon quand même. Au Québec, c'est 1000 décès par année.
60% surviennent chez des fumeurs, 30% chez des anciens fumeurs et 10% chez les non-fumeurs. Donc, le risque du cancer du poumon augmente avec la concentration. Si, par exemple, il y a une bonne quantité de radon chez vous et que vous y êtes exposé depuis de nombreuses années, il y a plus de chances que vous développiez un cancer. Aussi, bon, maintenant, on le sait avec le télétravail qui est plus populaire, on passe plus de temps chez nous, on passe plus de temps dans le sous-sol si on installe un bureau, par exemple, ou une chambre. Alors, ça fait en sorte qu'on est plus exposé aussi au radon avec ces nouvelles habitudes de vie-là. Et le tabagisme également. Si vous fumez, là, vous avez encore plus de chances de développer un cancer du poumon si vous êtes exposé à des bonnes quantités de radon. Il n'y a pas d'autres problèmes de santé associés au radon. Donc, la seule façon, là, comme je l'ai dit tantôt, vu qu'on ne le détecte pas avec nos sens, il faut absolument le mesurer. C'est la seule façon de savoir s'il y en a. Et comment on fait justement pour le mesurer? Eh bien, c'est d'utiliser un appareil qu'on appelle un dosimètre. On peut s'en procurer auprès de l'Association pulmonaire du Québec, CAA Québec, dans des quincailleries. Donc, on utilise cet appareil-là. C'est important parce que ça varie énormément d'une maison à l'autre, même d'une journée à l'autre, le radon, et d'une saison à l'autre. C'est plus élevé en hiver. Alors, Santé Canada recommande d'installer notre dosimètre pendant au moins 3 mois, entre les mois d'octobre et d'avril, et pour avoir une bonne idée vraiment là, de la quantité de radon. L'unité de mesure, c'est des becquerels par mètre cube. Donc, on mesure ça de cette façon-là. Santé Canada veut recommander d'effectuer des travaux correctifs si notre concentration moyenne annuelle de radon est au-delà de 200 becquerels par mètre cube. Durant les 15 dernières années, l'Association pulmonaire du Québec a cumulé toutes les mesures que les milliers de Québécois ont prises dans leur maison. On s'est rendu compte que 18% des résidences québécoises dépassent cette norme de 200 becquerels par mètre cube. Dans les Laurentides, c'est un petit peu plus élevé, on parle de 18,6%. Il y a certains secteurs d'ailleurs qui sont plus propices aux émanations de radon. On parle d'Oka, Saint-Joseph-du-Lac, Saint-André-d'Argenteuil, la MRC d'Antoine-Labelle. Donc, si vous habitez dans ces secteurs-là, mesurez le radon. Mais même si vous habitez pas dans ces secteurs-là, faut quand même le mesurer parce que ça varie énormément. Donc, dans le fond, tout le monde devrait faire le test dans sa maison. Et rapidement, qu'est-ce qu'on doit faire si on observe là, une concentration élevée de radon? On fait affaire avec un entrepreneur spécialisé qui va soit neutraliser l'infiltration de radon ou diluer le radon dans l'espace mesurable. Donc, il y a différentes façons de faire. Ça fonctionne très bien. Ça coûte entre 800 et 3 000 $ les travaux d'atténuation du radon. Donc, mesurez donc le radon. C'est ça mon mot pour la fin. Et de ce pas, je vais me procurer un dosimètre, moi aussi. Merci, Caroline. Ça fait plaisir. La Société nationale des Québécoises et Québécois, Région des Laurentides, et le Mouvement Québec français des Laurentides lancent un appel de candidature en vue de la 14e édition du prix d'excellence en français Gaston Miron. La présidente de la SNQL, Martine Laval, est avec nous pour en parler. Bonsoir, Martine. Bonsoir, Claude. Cette 14e édition-là, Martine, est marquée par une nouveauté que j'oserais qualifier de majeure. Hein? Vous ouvrez le concours à toute la population du Québec. Oui. Pendant 13 ans, ça fait 13 ans que le prix d'excellence en français Gaston Miron existe et il n'était réservé que aux personnes résidant ou travaillant dans les Laurentides. Ouais. Mais chaque année, on avait toujours des gens qui communiquaient avec nous de l'extérieur du Québec et parfois loin, même d'Afrique, de Belgique, de Suisse, de la francophonie, qui voyaient ça passer, qui disaient est-ce qu'on peut participer, etc. Et ça a pris un petit moment parce que c'est quand même une grande élaboration. Mais cette année, on fait le premier pas et on décide d'ouvrir ça à la grandeur du Québec. Et pourquoi pas? Ben oui, les gens d'habitude aiment les chiffres ronds. Pourquoi avoir attendu la 14e édition et pas la 15e? Ou est-ce que c'est parce que c'est le 20e anniversaire du décès de Gaston Miron? Là, je fais toutes sortes de suppositions. Non, c'est simplement comme ça. C'est que là, on était mûrs. On était mûrs pour aller plus loin. Ça fait quelques années qu'on y pense. Il faut y aller lentement, mais très certainement. Alors, c'est ce qu'on a fait. Donc, que vous soyez du Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie, de la Abitibi, de Longueuil, des Îles-de-la-Madeleine, de la Côte-Nord, embarquez dans l'aventure et puis venez écrire pour les prix d'excellence en français Gaston Miron. Donc, c'est ça la beauté cette année. Pour ce premier essai-là, vous avez fait 2 divisions.
divisions, la division Laurentide, la division hors territoire des Laurentides. Est-ce qu'on commence néanmoins à réfléchir à l'idée que ce concours, qui porte le nom d'un poète national, devienne un concours national et peut-être même international? Vous avez mentionné des gens de la Suisse et... Je vous dirais que vous savez que j'ai toujours de grandes ambitions pour nous au Québec. Oui. Et moi, mon but, évidemment, c'est ça. Mais on m'a recommandé quand même d'aller un pas à la fois. Alors, je suis le courant. Ah, bon, OK, je comprends bien. C'est un concours de poésie libre, mais c'est aussi une activité promotionnelle pour votre organisme et surtout, peut-être même davantage, pour la langue française. Parlez-moi de cette dimension-là de la mission, là. Ben, c'est d'abord et avant tout, évidemment, le soutien que l'on veut apporter à notre langue, à la sauvegarde de notre langue. D'abord, la Société nationale des Québécoises et Québécois des Laurentides, vous savez qu'une de nos missions, c'est ça, entre autres, c'est la sauvegarde de notre langue, de notre histoire, de notre patrimoine, de notre culture, mais évidemment, la langue ayant une grande importance, c'est le but, en fait, de montrer notre belle langue et de voir à quel point elle est parlée dans tant d'abord dans le Québec, premièrement, ensuite même à travers le Canada, à travers toute la francophonie mondiale. La francophonie est mondiale. Voilà. Alors, oui, bien sûr, bien que Gaston Miron soit un de nos poètes, ceci n'empêchant pas de nous ouvrir ou d'accueillir des poètes du monde, mais pour l'instant, c'est une initiative de la Société nationale des Québécoises et Québécois des Laurentides il y a 14 ans avec le mouvement Québec français et on va continuer pour sauvegarder notre langue, pour la faire valoir, pour en montrer toute notre richesse. D'accord. Ben, on va revenir au concours. Bon, les règles sont à peu près les mêmes. Il y a des catégories jeunes, adultes. Il y aura 3 prix par catégorie. Il y aura un jury de 6 personnes. Je ne sais pas s'il est nommé, mais d'où proviendront les membres de ce jury? Alors, nous avons 6 membres sur le jury. Ce sont des enseignants, des professeurs de français, des écrivaines, des gens qui maîtrisent leur langue, premièrement, qui l'apprécient et qui ont cet œil pour détecter des talents d'écriture. Alors, voilà, oui, on a un jury et on ne le dévoile pas encore. Chaque année, on essaie d'en ajouter de nouvelles personnes, parfois de changer totalement. Et ils n'ont rien à voir avec la société. Ce sont des gens de l'extérieur qui apprécient simplement la langue et veulent participer à la promotion de celle-ci, à la promotion surtout de nos talents. Mais en terminant, je rappelle que les gens ont jusqu'au 18 janvier pour s'inscrire. Le règlement formulaire se retrouve sur votre site web. L'adresse apparaît en bas de l'écran. Et bon, tout ça va culminer par la remise des prix. Ce sera le 22 mars 2026 à la salle Guévremont du Cégep de Saint-Jérôme. Martine Laval, présidente de la SNQL, toujours un plaisir. Merci beaucoup, Claude. Et bonne écriture, tout le monde. Libérez ce talent que vous avez. Laissez-vous aller. Et voilà. Au plaisir. Merci. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Le Centre de formation agricole de Mirabel, de CFAM, met la main à la pâte dans le programme des soupes solidaires. Dites-nous-en un peu plus à ce sujet. Oui, donc le programme des soupes solidaires, c'est une initiative de la Tablée des chefs qui allie lutte au gaspillage alimentaire et lutte à l'insécurité alimentaire en transformant les denrées invendues des producteurs en soupe qui sont ensuite distribués dans des écoles de la région. 8500 litres de soupe ont été cuisinés depuis le début du programme et depuis cet automne, le Centre de formation agricole de Mirabel partage sa production pour la cause. Alors, l'équipe de TVBL était sur place pour voir comment se passe une journée de récolte et de préparation aux CFAM pour les soupes solidaires. L'année passée, on a commencé à parler du projet, se lancer dans les idées de ce qu'on pouvait produire, puis tout le kit. Puis, on s'est lancé dans la production des légumes. Puis aujourd'hui, se passait, dans le fond, la récolte avec les bénévoles de toutes ces denrées-là qui vont être destinées à transformer les légumes récoltés aujourd'hui en soupe. Fait qu'on a récolté des poireaux, pommes de terre, carottes, on a récolté des choux. Dans le fond, toutes des denrées qui étaient dans notre jardin pédagogique, qui a été mis en place par les élèves dans le cadre de leur formation académique.
À partir du moment que les denrées, les légumes sont récoltés au champ, sont amenés à la manufacture à Sainte-Agathe, où est-ce que la tablée des chefs s'est installée pour créer les soupes solidaires. Fait qu'il va y avoir toute une préparation des légumes, un nettoyage, une découpe, puis après ça, il va y avoir une production de la soupe. Qui est une soupe super protéinée qui va être produite. On ajoute des lentilles dans cette soupe-là pour que ça soit nourrissant pour les enfants dans les écoles. Le but, c'est de contrer vraiment la faim. On comblait déjà le volet des petits déjeuners. Et là, avec les soupes solidaires, ils voulaient combler le volet dîner pour les enfants qui n'ont pas de lunch dans les écoles, les enfants, les adultes, les gens dans le besoin, dans le fond, là, qui pourraient avoir besoin de ces denrées-là. C'est très concret parce que pour nos élèves aussi, on se rappelle, eux autres, ils sont affairés, ils viennent à l'école pour apprendre à faire pousser des légumes, apprendre à faire pousser des fleurs. Et là, ben leur produit est vraiment destiné à un volet social. Fait que c'est de retourner, dans le fond, dans cette boucle-là. Fait que on est une école, on fait pousser des légumes, on redonne ces légumes-là sous forme de soupe avec les différents partenaires dans les écoles, c'est merveilleux en tant que tel. La tablée des chefs a commencé par nous solliciter parce que eux, dans l'ébauche du projet, il y avait accès à une terre qui s'était faite prêter pour produire. Cette terre-là était loin quand même dans les Laurentides et ils nous ont approchés pour l'expertise en production. Et à partir du moment qu'ils nous ont approchés, on a commencé à réfléchir comment on pouvait les aider, les accompagner. Et rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait toutes les installations, nous, puis c'était beaucoup plus simple de le faire avec les élèves. Ça donnait aussi un objectif. Il y a des élèves vraiment qui veulent s'impliquer dans un projet communautaire, un projet social comme ça. Fait que nous, en ayant déjà les terres, en ayant les installations, en ayant la machinerie pour le faire, ben ça devenait vraiment plus simple et plus agréable. Fait que là, eux ont tout de suite adoré l'idée parce que ça venait quelque chose encore plus simple pour eux autres. Fait que pour nous autres, on le faisait déjà, le jardin pédagogique, dans le cadre des apprentissages des élèves et d'ajouter certaines sections pour eux autres. Tu sais, au lieu de faire 10 rangées de carottes, 10 buttes de carottes, ben on en fait 4 de plus et on vient combler le besoin de légumes qu'ils ont pour produire ces soupes-là. Actuellement, ils sont déjà rendus à 8000 litres de soupe. Puis juste les de produits. Puis aujourd'hui, juste qu'on a récolté, on est à pas loin de 2000 litres de soupe là, que ça va produire. Fait que ça fait beaucoup de portions pour nourrir ces petits, les enfants, les gens dans le besoin aussi des communautés. Pendant l'été, on le sait, il y a eu canicule, il y a eu les sécheresses et tout. Heureusement, notre puits ici pour arroser est suffisant. Fait que les légumes n'ont pas souffert en tant que tel. Mais là, avec l'automne qui s'en venait, on voyait des grands épisodes de pluie et tout le kit. Puis aujourd'hui, on avait juste statué une date. On était vraiment chanceux, comme quoi que le projet est vraiment viable et on mène une bonne vie quand on se lance dans les bons projets. Fait qu'on avait statué pour un 6 novembre, mais le 6 novembre, ça commence à être tard aussi. Fait qu'il y a eu des gels au sol qui ont endommagé les cultures. Et là, c'est important de les sortir rapidement parce que oui, ces gels-là, mais ces pluies-là aussi endommagent les cultures. Fait que les produits, entre autres, on n'a pas été capable de récolter des courges qui étaient destinées à ça à cause du gel au sol. Mais le restant, tout a bien été. Fait que on n'est pas en manque de légumes là, pour ces transformations-là. Déjà, l'année prochaine, on voit que c'est possible, on voit que ça se fait, fait qu'on va grandir les quantités qu'on va faire pour eux encore une fois. Fait que là, on pourra peut-être penser faire 3 fois plus de légumes pour eux l'année prochaine, puis être vraiment autonome au niveau de la production des légumes. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Goûter local suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez toujours consulter l'ensemble de la programmation de TVBL sur notre site web et regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.